Quelques minutes après le drame, le suspect, un adolescent de 14 ans, on l'a dit, a été interpellé, placé en garde à vue. Il était inconnu des services de police et de gendarmerie, mais il avait déjà été exclu à 2 reprises de l'établissement. Georges Brenier, Corinne Chevreton et Charlotte Bignonfeld. Toute la journée, le quartier a été entièrement bloqué. C'est ici, dans cette rue, chez ses parents, que vivait ce matin encore l'adolescent, désormais soupçonné de meurtre. Devant le collège Françoise Dolto, les témoignages sont rares pour parler de lui. Ce jeune de 14 ans était, semble-t-il, discret et n'attirait pas l'attention. Oui, comme tout le monde. Enfin, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire ça, quoi. Il y en a qui disaient qu'il était un peu fou, il y en a qui disaient qu'il était sympa. Seule certitude, le suspect était jusqu'à présent totalement inconnu de la justice, comme des forces de l'ordre. L'enquête devra déterminer s'il avait prémédité son geste et s'il était déjà venu armé d'un couteau au collège. Autre objectif, savoir s'il souffrait d'éventuels troubles psychiatriques et, si c'est le cas, s'il était ou non suivi par un médecin. D'après la ministre de l'Éducation nationale, l'adolescent avait été l'an dernier exclu temporairement du collège, à 2 reprises, semble-t-il pour avoir perturbé les classes, mais il n'avait pas refait parler de lui depuis novembre dernier. C'est un jeune d'une famille dont les 2 parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement, et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. La mère d'un ami du suspect avance, elle, une hypothèse, invérifiable pour l'heure. Le meurtrier présumé n'aurait pas supporté la semaine dernière une remarque faite par Mélanie, la surveillante, et aurait décidé de se venger. Qu'est-ce qu'a pu lui passer par la tête de faire ça? Quand il a dit qu'il allait faire quelque chose à Mélanie, c'est qu'il le pensait, et puis voilà, il l'a fait. Et il a dit ça quand? Ah, c'était la semaine dernière, à un moment où Mélanie l'a réprimandé. La garde à vue du collégien peut durer 48 heures. Il encourt théoriquement jusqu'à 15 ans de prison. Après un précédent drame à Nantes en avril dernier, le gouvernement s'était engagé à pratiquer des fouilles aléatoires à l'entrée des collèges et des lycées. En 2 mois, des milliers de contrôles ont été effectués, 186 couteaux ont été saisis. Comment expliquer que les armes blanches soient aussi nombreuses dans les établissements scolaires? Les mineurs ont-ils le droit aujourd'hui d'en acheter et d'en transporter? Ignacio Bornassin, Jules Bocan et Axel Triou. C'est le fléau qui hante les collèges et lycées français. Les mineurs qui se rendent à l'école munis de couteaux, après de nombreux drames, comme à Nantes fin avril, où un jeune de 16 ans a poignardé une lycéenne, blessé 3 autres camarades et laissé des parents en émoi. Normalement, l'école, c'est un endroit où on devrait pouvoir aller en sécurité. Le matin, on emmène son enfant au lycée, puis on ne le récupère pas. Le gouvernement a décidé de renforcer les fouilles de sacs devant les collèges et lycées, avec des résultats inquiétants. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale indique qu'entre le 26 mars et le 23 mai, 6200 opérations ont été menées partout en France. 186 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline réunis pour lutter contre ce phénomène. En février, devant un lycée de la Seine-Saint-Denis, un surveillant impuissant nous confiait qu'il n'était pas rare de trouver des couteaux dans les sacs des élèves. Nous, on ne fait que ça. On essaie à chaque fois, c'est de la médiation. Les gars, s'il vous plaît. Oh, peut-être quartier-là, ces quartiers-là, c'est pas nos problèmes. Ici, t'as l'école. Viens pour travailler. Autour du lycée, voilà la justification que nous donnaient ces adolescents à l'époque. Vous connaissez les guerres des cités. C'est normal qu'un petit va traîner avec un couteau ou une gazeuse. Quand t'es tout seul contre 4 personnes, ça te défend. Une violence presque banalisée, constatée également par de nombreux syndicats de l'éducation nationale. Ce qu'on ressent, c'est une forme de tension qui émerge, mais qui est finalement le fruit d'une tension plus sociale. On arrive à une jeunesse qui aujourd'hui, pour une certaine partie, s'exprime de manière beaucoup plus violente, alors qu'on pourrait tout à fait nourrir cette jeunesse en ayant des adultes autour d'elle. Pour tenter d'empêcher ces agressions, des établissements investissent dans des portiques, mais ils sont loin d'équiper tous les collèges et lycées français. Alors faut-il aussi durcir la loi ? Aujourd'hui, seuls les couteaux de type poignard que l'on vend dans cette boutique spécialisée sont considérés comme des armes de catégorie D et donc interdits à la vente aux mineurs. Ce gérant nous confie pourtant que certains tentent de s'en procurer. De toute façon, on le voit bien physiquement, si on n'est pas sûr, forcément on demande la pièce d'identité, mais bon, tout simplement, on leur demande si vraiment ils en ont besoin, qu'ils reviennent avec leurs parents, une personne majeure. Restent les limites de la vente sur Internet, où nous avons essayé d'acheter ce grand couteau.
À aucun moment, une vérification d'âge ne nous a été demandée. Dans plusieurs cas, les mineurs auteurs d'agressions ont utilisé un couteau récupéré tout simplement chez eux. En cas de contrôle, la loi impose néanmoins un motif légitime pour le port de n'importe quel couteau. Peu avant midi, Emmanuel Macron a déploré, je le cite, un déferlement de violence insensée. Il a également affirmé que le gouvernement était mobilisé pour faire reculer le crime. Le Premier ministre François Bayrou répondra à nos questions dans un court instant. Il a déjà fait quelques annonces à l'Assemblée nationale. Comme on pouvait s'y attendre, les réactions politiques ont été très nombreuses. Julie Calderon, Frédéric Delpech et Léonard Attal. Une séance à l'Assemblée qui s'ouvre par une minute de silence. En hommage à la jeune surveillante tuée un peu plus tôt dans la journée. Le moment est grave et très vite, le Premier ministre prend la parole. Nous ne pouvons pas demeurer indifférents et les bras baissés devant cette vague qui progresse. François Bayrou est alors interpellé dans l'hémicycle à plusieurs reprises. Un Premier ministre sommé de donner des réponses. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame? Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, mais elle est solennelle. Quand déciderons-nous que cela suffit? François Bayrou annonce justement que des mesures vont être prises, parmi lesquelles l'interdiction de la vente et du port d'armes blanches aux mineurs, l'installation de portiques de détection d'armes à l'entrée des établissements, une meilleure prévention de la santé mentale des jeunes, mais aussi un durcissement de la réponse pénale pour les mineurs. Pour certains députés de gauche, cela n'est pas la bonne réponse. Quand j'entends des éléments de réponse qui sont uniquement des éléments de réponse sur la sanction pénale de ce type d'acte, y compris pour des jeunes de 14 ans, je pense qu'on répond à côté du problème. Pour certains syndicats, qui représentent aussi bien les enseignants que les infirmières scolaires, on attend des décisions fortes du gouvernement. Il faut de la fermeté au niveau de la justice, il faut de la fermeté au niveau de la police et il faut de la fermeté au niveau de l'éducation nationale. Le problème est que dans les trois secteurs que je viens d'évoquer, il n'y a pas assez de fermeté ni assez de moyens. Ce soir, face à l'émotion suscitée par ce nouveau drame, les annonces du Premier ministre sont encore plus attendues.